magnate l'avait humilié avec un défi insensé, lui offrant une fortune pour qu'il échoue. Une erreur fatale. Il ignorait que ce simple coursier n'était qu'à 40 secondes de faire s'effondrer son empire. 500 000 €. La voix de Charles Dubois résonna dans l'auditorium. Le silence fut brisé par des rires étouffés. Antoine Moreau, immobile au centre de la scène sous les projecteurs, se contenta d'acquiescer. Son casque de moto toujours à la main gauche. « Si un simple coursier comme vous parvient à pirater mon système, poursuivit Charles, le mépris à peine voilé, la somme est à vous, en 40 secondes. » L'Assemblée, une élite de dirigeants et d'investisseurs, riait maintenant ouvertement. Certains sortirent leur téléphone, prêts à immortaliser l'humiliation. Charles sourit, savourant l'instant. Il prit une tablette des mains d'un assistant et la tendit à Antoine. Le grand écran derrière eux affichait un chronomètre géant. 40 dans. Le temps commence. Maintenant. Les lumières de la scène se braquèrent sur Antoine. L'auditorium retint son souffle, attendant l'échec inévitable. Le coursier ne regarda pas le magnate. Ses yeux étaient rivés sur l'écran, ses doigts suspendus au-dessus du verre. L'atmosphère devint lourde, chargée de moquerie et d'attente. Chaque milliseconde semblait une éternité, le son des rires planant encore dans l'air. Le monde d'Antoine se réduisait à cet écran lumineux et au chronomètre qui dévorait déjà les premières secondes de son improbable opportunité. Charles se pencha, son costume de créateur frôlant l'uniforme usé d'Antoine. « Abandonnez, jeune homme, retournez à votre moto. » Le visage d'Antoine resta impassible, masqué par la concentration. Ses doigts explosèrent en mouvement. Que pouvait bien ignorer ce magnate du passé de ce coursier? Le son aigu du chronomètre, un bip électronique marquant les 30 secondes restantes, fut le détonateur. Ce son le transporta loin de la scène, loin des regards méprisants. L'espace d'un instant, l'auditorium s'évanouit, remplacé par une salle de classe, baignée par le soleil de l'après-midi. 5 ans plus tôt. Antoine, 20 ans et les cheveux un peu plus longs, fixait un écran rempli de codes que personne dans la classe ne parvenait à déchiffrer. Le professeur Bernard, un homme d'âge mûr, se grattait la tête. « C'est impossible, » dit le professeur Bernard. « Cette architecture est purement théorique. Personne ne peut créer un contournement fonctionnel. » Antoine leva timidement la main. « Professeur, et si nous utilisions une boucle fantôme pour générer une fausse requête de handshake, le système ouvrirait une porte l'espace d'une nanoseconde. » Le professeur Bernard le regarda, sceptique mais intrigué. « Montrez-moi. » Antoine s'assit devant le terminal. Ses doigts dansèrent sur le clavier, une chorégraphie de logique et d'intuition. En moins d'1 minute, l'écran clignota en vert. Accès accordé. La salle resta silencieuse. Le professeur Bernard posa une main sur son épaule. « Mon garçon, » dit-il, la voix empreinte d'admiration. « Vous n'avez pas appris cela ici. Vous êtes né avec ce don. Ne l'abandonnez jamais. » Antoine sourit, un sourire sincère et plein d'espoir. L'avenir semblait un code ouvert, prêt à être écrit. Le bip du chronomètre résonna de nouveau dans son esprit, mais cette fois il se mêla au son d'une sirène d'ambulance. L'image de la salle de classe se dissipa. Il se retrouva dans le couloir froid d'un hôpital. L'odeur de désinfectant lui envahissait les narines. Un médecin s'approcha, le visage fatigué. « L'état de votre mère est plus complexe que nous ne le pensions. Le traitement est onéreux, très onéreux. » À cet instant, le rêve de la programmation, les éloges du professeur, tout devint un luxe qu'il ne pouvait plus s'offrir. L'université, les codes, l'avenir prometteur, tout fut rangé dans une boîte et relégué au fond de son esprit. La priorité était unique. Sa mère. La décision fut brutale, mais immédiate. Il abandonnerait tout. Il ferait tout ce qu'il faudrait. La scène changea une fois de plus. Il se tenait devant un miroir, enfilant pour la première fois l'uniforme de la société de livraison. Le tissu était rêche, le logo de l'entreprise semblait le narguer. Il prit son casque, en sentant le poids. À côté du miroir, une photo de sa mère, Hélène, souriante. Il regarda la photo, puis son reflet. Ce n'était pas lui, mais il devait l'être. Il inspira profondément, enfila son casque et franchit la porte, laissant derrière lui le programmeur de génie pour devenir un simple coursier de plus dans la jungle urbaine. Le vrombissement du moteur de la moto au démarrage fut la bande-son de son sacrifice. Un rire fort et moqueur le ramena à la réalité. C'était l'un des dirigeants au premier rang. Ce son déchira le voile du passé,
ramenant Antoine sur scène, sous les lumières chaudes et les regards cruels. Le chronomètre affichait maintenant 19h87. Il leva les yeux de la tablette une seconde et vit le sourire victorieux de Charles Dubois. À cet instant, l'humiliation, la colère et la douleur des dernières années se cristallisèrent en un unique objectif. Le don qu'il avait enfoui par nécessité allait désormais devenir son arme. Ce magnate ne se contentait pas de railler un coursier. Il défiait le génie que la ville avait contraint à dissimuler. 6 mois avant le défi sur scène, le désir d'Antoine avait un nom et une adresse: l'hôpital central. Sa mère, Hélène, avait besoin d'un nouveau cycle de traitement, une thérapie importée que l'assurance maladie de base ne couvrait pas. Le coût était astronomique, un chiffre qui semblait appartenir à une autre réalité. Antoine savait que sa seule chance n'était pas dans les rues, mais dans son passé. Il passa 3 nuits blanches, alimentées par du café bon marché, à compiler son ancien portfolio universitaire. Projet, code, la solution qui avait impressionné le professeur Bernard, tout était là, organisé sur une clé USB. Vêtu de ses meilleurs habits, un jean et un polo qu'il n'avait pas porté depuis des années, il entra dans l'agence principale de la plus grande banque de la ville. Il s'assit en face du directeur, un homme nommé Monsieur Leclerc, dont le regard glissa des yeux d'Antoine vers ses mains calleuses, avant de revenir, avec un ennui visible. Antoine expliqua sa situation avec un calme qu'il ne ressentait pas. Il parla de son expérience en programmation, du potentiel de ses projets. Il ouvrit son ordinateur portable et tenta de montrer les lignes de code. « J'ai juste besoin d'un prêt. Une somme initiale pour le traitement et pour que je puisse quitter les livraisons et reprendre le développement. Je peux rembourser. Je sais que je le peux. » Monsieur Leclerc ne regarda même pas l'écran. Il feuilleta les documents d'Antoine, le front plissé. « Votre code de crédit est faible. Vous n'avez pas de revenu fixe prouvé, seulement travailleur indépendant en livraison. Et vous avez abandonné l'université. J'ai dû abandonner à cause de problèmes familiaux, les mêmes qui me conduisent ici, » insista Antoine, la voix un peu plus forte. « Le portfolio prouve mes capacités. » Le directeur ferma le dossier. « Monsieur, Antoine, la banque n'investit pas dans le potentiel. Nous investissons dans les garanties, et vous n'en avez aucune. » Il se leva, un signe clair que la conversation était terminée. Antoine resta assis un instant, le bourdonnement de la climatisation remplissant le silence humiliant. Il rangea son ordinateur portable, sentant le poids de chaque composant. Il sortit de la banque et, dehors, le soleil ardent l'aveugla un instant. Ses mains tremblaient, non de colère, mais d'une impuissance écrasante. L'obstacle n'était pas seulement l'argent, c'était le système, un mur invisible qui le jugeait sur son apparence avant d'écouter sa voix. Le refus de la banque fut un coup dur, mais pas un chaos. Antoine savait qu'il avait besoin d'un emploi, pas d'un prêt. Il visa haut, Dubois Tech, l'entreprise de Charles Dubois, le titan de la technologie. C'était l'entreprise la plus innovante du pays, et Antoine suivait ses succès avec un mélange d'admiration et d'envie. Il vit une annonce pour un poste de programmeur junior. Le processus de sélection était en ligne et consistait en une série de défis de codage. Pour Antoine, ce fut comme respirer. Il résolut les problèmes en une fraction du temps imparti, utilisant des solutions élégantes que la plupart des candidats n'auraient même pas envisagées. 2 jours plus tard, il reçut un email. « Félicitations, vous avez été sélectionné pour l'entretien final avec notre PDG, Charles Dubois. » L'espoir explosa dans sa poitrine. C'était ça, la chance de sa vie. Il passa les jours suivants à rechercher tout sur l'entreprise, à préparer des réponses, à rêver de son premier salaire, de l'appel qu'il ferait à l'hôpital. Le jour de l'entretien, il demanda son jour de congé, enfila le même polo et se rendit à l'imposant bâtiment de verre de Dubois Tech. Le bureau de Charles était au dernier étage, avec une vue panoramique sur la ville. Charles était derrière un massif bureau en acajou, son costume impeccable, le sourire cynique déjà en place. « Antoine, n'est-ce pas ? Le jeune prodige du test. »« Oui, monsieur, » répondit Antoine, essayant de garder une voix ferme. « Je suis très enthousiaste à l'idée de cette opportunité. » Charles prit le CV d'Antoine du bout des doigts, comme s'il manipulait quelque chose de sale. « Enthousiaste, j'aime ça. Mais je vois ici que vous avez abandonné. Faculté d'informatique. Vous avez quitté au 4e semestre. Pourquoi ? » Antoine inspira profondément. « J'ai eu un grave problème familial, monsieur. Ma mère est tombée malade. J'ai dû travailler. » « Travailler comme… » Charles fit une pause dramatique,
regardant le papier. « Coursier, je comprends. » Il se pencha en arrière dans sa chaise, joignant les doigts. « Antoine, Dubois Tech n'est pas une entreprise, c'est un organisme d'élite. Nous n'embauchons pas des gens qui ont besoin d'une seconde chance. Nous embauchons des gagnants, des gens qui finissent dans ce qu'ils commencent. Des gens qui n'ont pas de problèmes familiaux comme excuse. » Le mot « excuse » frappa Antoine comme un coup de poing. « Ce n'était pas une excuse, monsieur. C'était une nécessité. »« Pour moi, c'est la même chose, » dit Charles, tranchant. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. « Regardez là-bas, Antoine. La ville est pleine de gens avec des nécessités. Mon entreprise n'est pas une institution de bienfaisance pour ex-étudiants ratés. Je vous remercie de votre temps. » La porte s'ouvrit et une assistante apparut, prête à l'escorter dehors. La défaite était absolue, personnelle et cruelle. Cette nuit-là fut la plus longue de la vie d'Antoine. Il arriva dans son petit appartement, l'odeur de moisi semblant plus forte que jamais. L'uniforme de coursier était jeté sur une chaise, un rappel constant de sa place dans le monde. Il s'assit par terre, l'email de refus de la banque et le CV rejeté par Charles éparpillé devant lui. La voix du magnate résonnait dans sa tête. Raté. Peut-être avait-il raison. Peut-être Antoine n'était-il qu'un rêveur qui ne comprenait pas comment le monde fonctionnait. Il était doué avec les codes, et alors? Le monde réel était fait de diplômes, de noms de famille, d'apparence. Il regarda le diplôme du lycée accroché au mur, le seul qu'il avait réussi à obtenir. Il sentit une vague de honte. Le doute le rongeait de l'intérieur. Peut-être que je le mérite. Peut-être que ma place est vraiment sur la moto, à courir d'un bout à l'autre, gagnant juste assez pour survivre, mais jamais pour vivre vraiment. Et si je continue d'essayer et ne trouve que plus d'humiliation? Et si, en luttant, je finis par perdre le peu de temps qu'il me reste avec ma mère? La pensée d'abandonner fut presque un soulagement. Accepter. Cesser de lutter contre le courant. Il était sur le point de déchirer ses papiers, de supprimer son portfolio, d'enterrer le programmeur pour toujours. Puis, son téléphone sonna. C'était l'hôpital. La voix de l'infirmière était douce, mais urgente. « Antoine, c'est à propos de votre mère. Elle a eu une complication. Le médecin a besoin de vous parler. » Le sol disparut sous ses pieds. Le doute, la peur, l'apitoiement, tout s'évapora, remplacé par une clarté froide et tranchante. Abandonner n'était pas une option. Accepter n'était pas une option. Si le système ne lui donnait pas de porte, il la défoncerait. Il se leva, les yeux fixés sur l'uniforme de la société de livraison. Si le seul moyen de s'approcher d'hommes comme Charles Dubois était en tant que serviteur invisible, alors qu'il en soit ainsi. Il porterait cet uniforme non comme une marque de défaite, mais comme un déguisement. Il continuerait à se battre. Non pour un rêve, non par orgueil, mais pour la vie de sa mère. L'opportunité, ou plutôt le piège, se présenta 6 mois plus tard. Une livraison urgente et prioritaire pour Dubois Tech. L'adresse était celle d'un grand centre de congrès. Quand Antoine arriva, il réalisa que ce n'était pas une livraison ordinaire. C'était le Sommet du Bois, un événement annuel où Charles présentait ses réussites aux investisseurs et à la presse. Antoine fut arrêté à l'entrée, mais le nom de Charles sur le bon de commande ouvrit les portes. Il traversa les couloirs luxueux, se sentant un fantôme dans son uniforme. La livraison était pour Charles lui-même, sur scène. Quand Antoine s'approcha par le côté, Charles le vit, et un sourire pervers se dessina sur ses lèvres. Il était en pleine présentation sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Et comme je le dis toujours, Charles déclarait à l'auditoire attentif, « L'avenir appartient aux qualifiés, à ceux qui s'adaptent, à ceux qui innovent. Le travail manuel, la main-d'œuvre non qualifiée ?» Il marqua une pause et désigna directement Antoine, qui s'était arrêté au bord de la Seine. « Sera une relique, un écho d'un passé inefficace. » L'assemblée se tourna pour regarder. Antoine sentit des centaines de regards sur lui, le jugeant. Il voulait juste livrer le colis et disparaître. « Nous avons ici un exemple parfait, » continua Charles, l'appelant d'un geste. « Montez ici, mon ami. Ne soyez pas timide. » Antoine hésita, mais les agents de sécurité l'encouragèrent à monter. Il gravit les marches, le cœur battant à tout rompre. Le colis dans ses mains semblait peser 1 tonne. « Dites-nous votre nom » demanda Charles, le microphone près du visage d'Antoine. « Antoine. Antoine, un nom fort. Et que faites-vous, Antoine ?»« Je suis coursier » répondit-il, la voix basse. Charles se tourna vers l'assemblée. « Un coursier, un travail honnête. Mais soyons francs,
Un travail dont les jours sont comptés. Nos drones feront cela dans 5 ans, avec plus d'efficacité et sans la nécessité de pause déjeuner. Des rires se répandirent dans la salle. Antoine tenta de garder sa dignité, le visage impassible, mais il sentait la chaleur de l'humiliation monter le long de son cou. Il tenta de livrer le colis, mais Charles l'ignora. La première offense avait été lancée, et il était pris au piège. Charles n'était pas satisfait. L'humiliation devait être un spectacle. « Mais peut-être suis-je injuste ?» dit-il, tournant autour d'Antoine comme un prédateur. « Peut-être Antoine a-t-il des talents cachés ? Dites-moi, Antoine, vous y connaissez en technologie ? Savez-vous ce qu'est un algorithme de cryptographie quantique ?» Il posa la question d'un ton professoral, sachant que la réponse serait le silence. L'assemblée, désormais complice du spectacle, attendait. Les téléphones portables étaient déjà levés, enregistrant. « Allons, n'ayez pas peur. C'est une question simple. » Antoine resta silencieux, non par ignorance, mais par sidération. Il était utilisé comme un pion dans un jeu malsain. Voyez-vous ? Charles se tourna vers ses invités. C'est de cela dont je parle. Le fossé, l'abîme entre l'avenir que nous construisons et les gens qui seront laissés pour compte. Un investisseur au premier rang, un homme corpulent avec une montre en or, cria « Demandez-lui le prix de l'essence !» L'assemblée éclata de rire. L'humiliation était devenue collective. Un autre dirigeant ajouta « Je parie qu'il peut hacker une pizza en 30 minutes. » Les rires s'intensifièrent. Charles sourit, ouvrant les bras comme un chef d'orchestre dirigeant sa symphonie de moquerie. Antoine était seul, une île en uniforme gris dans une mer de costumes coûteux, le son des rires l'étouffant. Il regarda les visages dans la foule, des visages souriants, amusés par sa dégradation. C'étaient les mêmes visages qu'il ignorait dans la circulation, qui le traitaient comme invisible. Maintenant, enfin, il le voyait. Et ce qu'il voyait était un sujet de plaisanterie. Une goutte de colère, pure et brûlante, perça le brouillard de l'humiliation. Antoine décida qu'il ne resterait pas silencieux. Il ne donnerait pas cette satisfaction à Charles. Quand les rires s'apaisèrent, il s'approcha du microphone. La cryptographie quantique, la voix d'Antoine résonna, claire et étonnamment ferme, à travers le système audio. Elle utilise les principes de superposition et d'intrication pour créer des clés cryptographiques. Une attaque contre un tel système altérerait l'état quantique de la clé, alertant immédiatement les utilisateurs. Elle est théoriquement inviolable par les ordinateurs classiques. Pendant 30 secondes, un silence stupéfait s'abattit sur l'auditorium. Les gens se regardèrent, confus. L'investisseur à la montre en or fronça les sourcils, impressionné malgré lui. L'espace d'un instant, il sembla qu'Antoine avait renversé la situation. L'expression de Charles vacilla, une fissure dans son masque d'arrogance. Mais ce ne fut qu'un instant. Il se ressaisit rapidement, le sourire cynique retrouvant toute sa force. « Oh, oh, mais regardez donc, le coursier a lu Wikipédia !» ricana-t-il, et l'assemblée, soulagée d'avoir une indication, l'accompagna, riant encore plus fort qu'avant. « Une chose est de répéter un concept, mon cher. Une autre est de le comprendre, de l'appliquer. » Charles s'approcha, le visage à quelques centimètres de celui d'Antoine. « Vous n'êtes qu'un perroquet. Vous répétez ce que vous entendez sans rien comprendre. » La tentative de défense d'Antoine avait été écrasée, transformée en une nouvelle raison de moquerie. L'humiliation était maintenant encore pire, car il avait osé répliquer. Charles savait qu'il lui fallait un coup de grâce, un échec et mat qui mettrait fin au spectacle et réaffirmerait sa domination. Il prit une tablette des mains d'un assistant. « Vous savez, Antoine, j'apprécie les gens qui ont de l'initiative. Des perroquets, mais avec de l'initiative. Alors, jouons un jeu. » Il se tourna vers l'assemblée. « Que diriez-vous d'un défi ? Pour prouver que chez Dubois Tech, nous donnons des opportunités. » Il regarda Antoine, les yeux brillants de malice. « Ceci est notre système de sécurité interne, le plus avancé du monde. Je vous donne 500 000 €. L'assemblée haleta. 500 000 € si un coursier comme vous parvient à pirater mon système. Mais, pour être équitable avec mon temps. » Il regarda le grand écran, où un chronomètre apparut. « Vous avez 40 secondes. » La proposition était le summum de la cruauté. Ce n'était pas une chance, c'était le coup de pinceau final dans l'œuvre de son humiliation publique. L'assemblée ricana, ravie de la brutalité du geste. Charles poussa la tablette contre la poitrine d'Antoine avec force. « Alors, allez-vous relever le défi ?
ou retournez à votre moto la queue entre les jambes. Antoine regarda le visage de Charles, puis les visages dans la foule. Il y vit le mépris, la moquerie, la certitude de son échec. Il pensa à sa mère, à l'hôpital, aux factures qui ne cessaient d'arriver. Il pensa au refus de la banque, à l'entretien avec Charles, aux années de sacrifice. Et il prit sa décision. Il saisit la tablette. « J'accepte. » L'acceptation d'Antoine flotta dans l'air, un acte de défi que personne n'attendait. Le chronomètre sur le grand écran commença son impitoyable compte à rebours. 40. Vous. Pour l'Assemblée, c'était le début d'une farce. Pour Antoine, c'était le moment de la rupture. Là, sur scène, sous le poids de centaines de regards, il n'était plus chez lui, ruminant sa défaite en privé. La décision d'agir ne fut pas un murmure dans une pièce sombre, mais un cri silencieux face à ses bourreaux. Chaque rire, chaque regard de mépris, chaque mot de Charles était devenu du carburant. Le coursier humilié disparut, et à sa place surgit le programmeur qu'il avait été contraint de cacher. Cette scène n'était plus un lieu d'humiliation, elle était devenue une arène. Et il n'était pas là pour être le gladiateur sacrifié. Il était là pour embraser le Colisée. Ses doigts planèrent au-dessus de l'écran de la tablette, le monde extérieur se dissolvant. Le brouhaha de la foule, les lumières aveuglantes, le sourire arrogant de Charles, tout devint un bruit de fond. Son esprit, un labyrinthe de codes et d'algorithmes endormis, commença à s'éveiller. Il n'avait pas besoin d'un plan élaboré ou d'un allié extérieur. Tout ce dont il avait besoin était là, dans sa tête, attendant le bon déclencheur. Et le son du chronomètre, marquant 35 secondes, fut ce déclencheur. La décision n'était plus de se battre, elle était de gagner. Et la première action concrète fut un toucher sur l'écran, une connexion au système en tant qu'utilisateur invité. La porte d'entrée la plus insignifiante du château. Durant les 10 premières secondes, Antoine ne tapa pas une seule ligne de code. Ses yeux parcoururent l'interface du système de sécurité de Dubois-Tech. Une conception épurée et intimidante, conçue pour impressionner. Mais Antoine ne voyait pas le design. Il voyait l'architecture sous-jacente. Et c'est là qu'il la trouva. La première piste. Ce n'était pas un bug évident ou une erreur de programmation grossière. C'était quelque chose de beaucoup plus subtil, presque poétique. Une faille architecturale dans la manière dont le système gérait les requêtes d'authentification de bas niveau. Une vulnérabilité théorique qu'il avait lui-même esquissée lors d'une nuit d'études à l'université. Un paradoxe du portier, comme il l'avait nommé. L'idée était que, pour vérifier l'identité de quelqu'un, le portier, le système, devait, pendant une microseconde, ouvrir une fente dans la porte. Si une requête parfaitement synchronisée arrivait à cet instant précis, elle ne serait pas perçue comme un intrus, mais comme un écho de la vérification originale, un fantôme dans la machine. C'était une faille que 99,9% des programmeurs n'auraient jamais remarquée. Mais Antoine n'était pas un programmeur ordinaire. Et Charles Dubois, dans toute son arrogance, avait commis l'erreur d'utiliser une version bêta de son propre système d'exploitation lors de l'événement pour se vanter de son avant-garde technologique. Une petite flamme d'espoir, froide et calculatrice, s'alluma dans la poitrine d'Antoine. Il réalisa qu'il n'avait pas besoin de force brute. Il n'avait pas besoin de forcer la porte. Il devait juste savoir le moment exact pour qu'elle s'ouvre d'elle-même. Le chronomètre affichait 28 secondes. Il savait qu'il pouvait gagner. Et il savait que, pour cela, il n'aurait pas besoin d'aide. L'allié qu'il cherchait était lui-même, 5 ans plus jeune, l'étudiant génial qui croyait que n'importe quel système pouvait être brisé. Cet étudiant était de retour, et il était en colère. Le chronomètre affichait 25 secondes. L'assemblée commençait à s'impatienter, les rires se transformant en murmures d'ennui. Que fait-il? Il ne fait que regarder l'écran, chuchota un dirigeant. Charles Dubois souriait, le triomphe gravé sur son visage. Il se pencha vers un investisseur sur le côté de la scène et dit « Je l'avais dit. » Pure incompétence. Mais Antoine ne les entendait pas. Il était dans un état de flux, un dialogue intense entre son esprit et la machine. L'allié qui s'était éveillé en lui n'était pas un souvenir nostalgique, mais une force active et présente. Des années d'études, des nuits blanches, la passion pour la logique pure, tout cela était désormais à son service. Ses doigts se mirent enfin en mouvement, non pas avec la fureur que certains attendaient, mais avec une précision chirurgicale. Il n'attaquait pas. Il conversait avec le système,
envoyant une série de pings inoffensifs, de petites requêtes qui ressemblaient à des erreurs de connexion. Mais ce n'en était pas. Chaque ping était une question, et la réponse du système, le temps de retour, était la clé. Il cartographiait le rythme du paradoxe du portier, mesurant la pulsation de la machine. C'était comme un cambrioleur de coffre-fort écoutant le clic des goupilles. Puis, il le trouva. Le battement. Un cycle de vérification de 1,3 millisecondes. Une fenêtre d'opportunité presque infinitésimale. La connaissance d'Antoine, son allié interne, cria « Maintenant !» Il tapa une unique ligne de commande, une séquence complexe déguisée en requête de handshake, et l'envoya à l'exacte nanoseconde où la fente de la porte s'ouvrit. Sur l'écran de la tablette, rien ne changea. Mais, dans les coulisses du système, quelque chose de sismique se produisit. Il était à l'intérieur. La première révélation ne fut pas une alarme ou un écran accès refusé. Ce fut le silence. Le système ne le vit pas. Il était un fantôme. Avec 25 secondes restantes, Antoine avait désormais un accès de bas niveau, l'équivalent d'être au sous-sol du bâtiment. De là, il pouvait voir les conduits, le câblage, la structure, et ce qu'il vit le remplit d'une colère froide. L'arrogance de Charles n'était pas seulement dans sa personnalité, elle était intégrée à son code. Il y avait des portes dérobées, des raccourcis créés pour le PDG lui-même, lui permettant d'accéder à n'importe quelle donnée sans laisser de traces. C'était un système conçu non pour la sécurité, mais pour le contrôle absolu de son créateur. La colère remplaça la peur et l'hésitation. Il ne s'agissait plus des 500 000 €. Il s'agissait d'exposer la fraude qu'était Charles Dubois. Dans une salle de contrôle en coulisses de l'événement, un jeune technicien informatique, Louis, le seul à prendre au sérieux la sécurité de l'événement, vit quelque chose sur son moniteur. Un journal d'accès anormal. Une requête d'utilisateur fantôme avec des privilèges d'administrateur accordés et révoqués en microsecondes. Son sang se glaça. « Chef, dit-il à son superviseur, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un est en train d'escalader les privilèges. » Le superviseur, occupé à regarder le spectacle sur l'écran principal, le congédia d'un signe de tête. « C'est juste le coursier. Détendez-vous. » Mais le technicien ne se détendit pas. Il vit la signature de la commande. Elle était élégante, géniale. Ce n'était pas une attaque par force brute, c'était de l'art. Sur scène, l'expression de Charles commença à vaciller. Il remarqua le regard fixe du technicien sur son moniteur et sentit un frisson. Le plan d'Antoine commençait à prendre forme. Il n'allait pas voler des données. Cela serait invisible pour l'Assemblée. Il avait besoin d'un spectacle. Avec 15 secondes restantes, Antoine utilisa l'accès administrateur qu'il avait conquis pour trouver la preuve décisive. Il navigua dans les serveurs personnels de Charles, une zone qui aurait dû être impénétrable. Et là, elle était, un dossier nommé « Projet Icar ». À l'intérieur, il n'y avait pas seulement des codes, mais des plans, des emails, des accords de confidentialité. C'était un projet entier d'une start-up concurrente, une petite entreprise de technologie verte qui avait mystérieusement fait faillite 6 mois auparavant. Charles ne s'était pas seulement inspiré du projet, il l'avait volé. Il avait acheté un ingénieur de l'entreprise, s'était emparé de tout le travail, puis avait utilisé ses avocats pour étouffer la start-up sous les procès jusqu'à sa faillite. C'était le moment Eureka. La preuve irréfutable de la corruption derrière la façade de génie innovateur. Antoine savait quoi faire. L'humiliation serait rendue, mais pas par des murmures ou des coups. Elle serait projetée sur un écran de 30 mètres de haut pour que tous la voient. Il prépara la commande. Il n'était plus un hacker. Il était un justicier numérique. Il décida non seulement d'exposer le vol, mais aussi la trahison. Il trouva les emails échangés entre Charles et l'ingénieur corrompu. Le piège était tendu. Le lieu de la révélation serait là, sur cette scène. Le moment serait maintenant. Le chronomètre affichait 00005. L'Assemblée, sentant que le point culminant de la farce approchait, commença un compte à rebours moqueur. 5, 4, 3. Charles, désormais visiblement nerveux, fit un signe à ses agents de sécurité. « Enlevez-lui la tablette, le temps est écoulé. » L'un des agents, un homme imposant, commença à se diriger vers Antoine. Le plan faillit échouer. S'il perdait le contact avec la tablette, la connexion serait coupée. Le technicien dans la salle de contrôle vit le mouvement sur le moniteur. « Non !» cria-t-il, trop tard pour être entendu sur scène. « Ne le touchez pas,
Vous allez corrompre tout le système. L'agent tendit la main. Le cœur d'Antoine s'emballa. Il avait une dernière action à exécuter. L'agent n'étant qu'à un pas, tandis que la foule hurlait « 2 !» Antoine appuya sur « Exécuter ». La main de l'agent agrippa son épaule à l'instant précis où le compte à rebours de l'assemblée atteignait 1. Pendant une seconde, il sembla que rien ne s'était passé. Le chronomètre sur le grand écran se remit à 0. Un bip sonore retentit dans l'auditorium. Charles poussa un soupir de soulagement et commença à applaudir sarcastiquement. « Eh bien, ce fut une belle tentative, » dit-il, sa voix dégoulinant d'arrogance. Mais le temps est écoulé. Il se tourna vers Antoine, prêt pour le discours final d'humiliation. Mais il s'arrêta. Le sourire se figea sur son visage. L'assemblée resta silencieuse. Sur le grand écran derrière Charles, le chronomètre avait disparu. À sa place, se trouvait le plan détaillé du projet Icar, avec le logo de la start-up en faillite clairement visible dans le coin. C'est maintenant ou jamais. Le grand écran affichait la preuve silencieuse du crime de Charles. Le plan du projet Icar brillait sur la scène. Un fantôme technologique entend son voleur. Le temps d'Antoine était écoulé, mais le sien, en tant que hacker, ne faisait que commencer. Le piège était tendu, et il était temps de montrer les crocs. L'assemblée, qui s'attendait à l'échec d'un coursier, voyait maintenant l'architecture d'un produit qui n'appartenait pas à Dubois-Tech. La préparation pour ce moment ne s'était pas déroulée en semaines, mais durant les 20 dernières secondes du compte à rebours. Tandis que Charles et la foule voyaient un homme immobile, Antoine était dans une course frénétique, rassemblant les pièces. La première pièce fut la preuve du vol, le projet Icar. La seconde, les emails qui l'attestaient. La troisième, et la plus cruciale, était la méthode de révélation. Il ne pouvait pas simplement tout projeter d'un coup. Il avait besoin d'un climax, d'une narration. Il créa un petit script, un programme qui agirait comme un metteur en scène numérique. La première scène, le plan du projet. La seconde, les emails incriminants. Et le grand final, un enregistrement audio qu'il trouva dans les sauvegardes personnelles de Charles. Une conversation où le magnate se vantait d'avoir détruit la start-up concurrente. Il choisit le moment parfait, non pas la fin du compte à rebours, mais l'instant juste après, lorsque l'arrogance de Charles serait à son apogée. La répétition fut mentale, une visualisation de chaque étape, chaque commande, chaque réaction attendue. Il anticipa que Charles nierait, qu'il tenterait de le discréditer, et son script fut conçu pour répondre à chaque négation par une preuve encore plus dévastatrice. Il n'était pas seulement en train de pirater un système, il dirigeait la scène de la chute d'un tyran, utilisant la propre technologie de Charles comme scène et comme arme. Le dernier obstacle ne fut pas un pare-feu ou un antivirus, mais la main de l'agent de sécurité sur son épaule. Le contact physique faillit lui faire perdre sa concentration. Pendant une microseconde, le lien entre son esprit et la tablette vacilla. Charles, voyant le plan sur le grand écran, improvisa rapidement. « Ah oui, la phase 1 de notre test de sécurité », annonça-t-il, la voix un peu trop stridente. « Félicitations, Antoine. Vous avez trouvé un fichier LUR que nous avons implanté pour tester la vulnérabilité du système. Un bel effort. » L'Assemblée, désespérée d'obtenir une explication qui restaurerait l'ordre, sembla le croire. Des murmures de soulagement parcoururent la salle. L'agent, confus, desserra sa prise sur l'épaule d'Antoine. Le plan de Charles était bon, transformer la preuve en une farce. Mais il avait sous-estimé son adversaire. Antoine, percevant que la négation était son dernier recours, vit l'opportunité d'activer la deuxième phase de son script. L'obstacle, la tentative de Charles de renverser la situation, devint le déclencheur. Il n'avait besoin que d'une seule commande supplémentaire, mais l'agent était toujours là, et l'assistante de Charles s'approchait déjà pour prendre la tablette. « Merci de votre participation, le spectacle est terminé », dit-elle avec un sourire forcé. Antoine savait qu'il n'avait qu'une seconde. Ignorant l'assistante, il regarda directement Charles et, d'un mouvement subtil du pouce, activa l'étape suivante du piège. Il n'avait plus besoin de la tablette. Le script était désormais autonome, s'exécutant directement sur les serveurs de Dubois-Tech. Il lâcha l'appareil, qui fut rapidement ramassé par l'assistante. Charles sourit, croyant avoir gagné. Il se tourna vers le grand écran, prêt à effacer l'image et à poursuivre son événement. Mais l'image ne disparut pas. Au lieu de cela, elle changea. Le plan du projet fut remplacé par un échange d'emails.
Le nom de Charles Dubois et celui de l'ingénieur en chef de la start-up en faillite étaient mis en évidence. Le titre de l'email était clair. Paiement final. Projet Icar. Le piège était en plein déploiement. Et Antoine n'était plus qu'un spectateur, entrant dans la confrontation finale les mains vides, mais avec le contrôle total. L'échange d'emails sur le grand écran planait au-dessus de Charles comme une sentence. Le silence dans l'auditorium était absolu, pesant, interrompu seulement par le bourdonnement de la climatisation. Chaque personne présente pouvait lire les mots, les dates, les montants. La négation de Charles concernant le fichier l'heure sonnait maintenant d'une fausseté pathétique. Mais un homme comme Charles Dubois n'avait pas bâti un empire en reculant. Il l'avait construit sur l'agression et le déni plausible. Il inspira profondément, ajusta son microphone et éclata d'un rire. Ce n'était pas un rire de joie, mais une arme, une performance de mépris. Incroyable, tonna-t-il, applaudissant lentement. Simplement incroyable. Mesdames et messieurs, ce à quoi vous assistez est l'attaque de phishing la plus sophistiquée que j'ai jamais vue. Il se tourna vers Antoine, le visage masqué par une fausse admiration. Je dois l'admettre, jeune homme, vous êtes doué. Créer un tel montage en temps réel, falsifier des entêtes d'emails, rendre une fausse image, cela demande de l'habileté. L'Assemblée, désespérée de le croire, pour ne pas avoir à admettre que leur idole était une fraude, commença à murmurer en accord. « C'est un montage », dit quelqu'un. « Bien sûr que oui », répliqua un autre. Charles sentit le soutien et en fut revigoré. Il arpenta la scène, maître du spectacle une fois de plus. Voyez jusqu'où vont les criminels. Ils ne veulent plus seulement votre argent, ils veulent votre réputation. Ce coursier, il cracha le mot, fait clairement partie d'une bande, probablement engagée par un concurrent envieux pour tenter de ternir le nom de Dubois Tech lors de notre événement le plus important de l'année. Il s'arrêta devant Antoine, le regard étincelant de haine. « Mais vous avez commis une erreur fatale. Vous m'avez sous-estimé. Vous croyez pouvoir venir ici, sur ma scène, chez moi, et m'accuser avec une image falsifiée? Vous croyez que quelqu'un ici croira à un criminel plutôt que moi ?» Il se tourna vers l'Assemblée, les bras ouverts. « J'ai bâti cette entreprise de zéro. J'ai innové, j'ai créé des emplois. J'ai mis ce pays sur la carte de la technologie. Et ce nul ne pense pouvoir détruire tout cela avec un mensonge. Je dis non. La vérité prévaut toujours. » L'Assemblée éclata en applaudissements. Ils étaient avec lui. La défense arrogante fonctionnait. Charles sourit à Antoine, un sourire de pur venin. « C'est fini, jeune homme. Vous avez perdu. » Antoine resta silencieux pendant tout le discours de Charles. Il ne discuta pas, ne se défendit pas. Il attendit simplement. Il savait que la négation viendrait. Son script comptait là-dessus. Et le mot « mensonge » fut le déclencheur final. Au moment où Charles termina sa phrase, l'écran derrière lui changea de nouveau. Les emails disparurent. L'Assemblée, qui applaudissait encore, se tut peu à peu, une par une, à mesure qu'elle traitait la nouvelle image. C'était une vidéo. Un enregistrement de la caméra de sécurité du bureau de Charles. La date dans le coin inférieur de l'écran remontait à 8 mois auparavant. La qualité était parfaite. Dans la vidéo, Charles était debout, servant un verre de whisky à un homme plus jeune, qu'Antoine reconnut des photos du projet, l'ingénieur de la start-up concurrente. Charles leva son verre. Un toast. La voix de Charles résonna cristalline à travers le système audio de l'auditorium, la même voix qui venait de clamer son innocence. Au projet Icar. Ou, comme nous devrions l'appeler maintenant, à l'avenir de Dubois Tech. L'ingénieur dans la vidéo rit, nerveux. Je n'arrive toujours pas à croire que nous l'avons fait. Ils sont ruinés. Charles lui tapota le dos. Ils étaient naïfs. Ils ont eu une bonne idée, mais pas la force de la protéger. C'est le monde réel. Les forts prennent ce qu'ils veulent. Et nous, mon ami, sommes les plus forts. Il but une gorgée de son whisky. Ils ne sauront jamais ce qui les a frappés. La vidéo tourna en boucle, la confession éhontée de Charles résonnant dans le silence mortel de la salle. Le montage, la farce, l'attaque de phishing, toutes les défenses de Charles s'effondrèrent contre la réalité irréfutable de ses propres mots, de sa propre image. Charles se tourna lentement vers l'écran, le visage blanc comme un fantôme. Le verre d'eau qu'il tenait lui glissa des mains et se brisa sur le sol de la scène. Le son fut comme un coup de feu dans le silence. Il regarda Antoine, non pas avec arrogance ou haine, mais avec une terreur pure et absolue. Il ne faisait plus face à un coursier.
Il faisait face à l'exécuteur de sa chute, un jeune homme qui en 40 secondes avait déterré un crime et, en quelques clics supplémentaires, l'avait transmis au monde. La preuve n'était plus une accusation, c'était un épitaphe. La vidéo en boucle était hypnotique. La confession de Charles, répétée toutes les 10 secondes, martelait la réalité dans l'esprit de l'Assemblée. Le silence initial, un silence de choc et d'incrédulité, commença à se rompre. D'abord, ce fut un murmure, un son bas qui ondula à travers les rangées de sièges. Les gens se regardaient, les yeux écarquillés, cherchant confirmation sur le visage des autres. « C'est bien lui », murmura une femme au premier rang à son mari. La voix, le visage. L'investisseur à la montre en or, qui s'était moqué d'Antoine auparavant, était maintenant debout, le visage rouge de fureur. Il ne regardait pas la scène, mais son téléphone portable, ses doigts tapant un message furieux. Il était en train de vendre ses actions. Le murmure se transforma en une explosion de conversations indignées. L'admiration que l'Assemblée éprouvait pour Charles se convertit en mépris. Les mêmes dirigeants qui l'applaudissaient le regardaient maintenant avec dégoût. Les alliés les plus proches de Charles, assis au premier rang, commencèrent à s'éloigner subtilement, créant un vide autour de l'endroit où il se tenait. L'un de ses vice-présidents, qui avait ri plus fort que tous, se leva et se dirigea discrètement vers la sortie, comme un rat qui tente un navire qui coule. Les téléphones portables qui auparavant enregistraient l'humiliation d'Antoine étaient maintenant tous braqués sur Charles, documentant sa disgrâce. L'Assemblée s'était retournée. Le héros qu'ils étaient venus célébrer était en réalité le méchant, et le nul qu'ils avaient ridiculisé était le messager de la vérité. La réaction la plus dévastatrice vint de la presse. Des journalistes couvrant l'événement, auparavant confinés à une zone spécifique, avançaient maintenant vers la scène, criant des questions. « Monsieur Dubois, est-il vrai que vous avez volé le projet Icar? Quel est le nom de la start-up que vous avez détruite? Allez-vous démissionner ?» Charles, paralysé, regarda la foule qui s'était retournée contre lui. Le pouvoir et l'adoration qui le nourrissaient s'étaient transformés en un monstre qui le dévorait maintenant. Il tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Il était complètement seul, isolé sur la scène qu'il avait construite pour se célébrer, désormais le théâtre de son exécution publique. L'instinct de survie de Charles entra finalement en action. Il avait besoin d'un dernier recours, d'une dernière carte désespérée. Il se tourna vers Antoine, les yeux injectés de fureur. « C'est lui !» cria-t-il, pointant un doigt tremblant. « Il a manipulé la vidéo. C'est un deepfake. C'est un terroriste numérique. » C'était une accusation absurde, mais c'était tout ce qui lui restait. Il courut vers Antoine, peut-être pour l'attaquer, peut-être pour lui arracher une confession. Mais il n'y arriva jamais. 2 agents de sécurité du centre de congrès, pas les siens, montèrent sur scène et l'interceptèrent, lui saisissant les bras. La tentative d'accuser Antoine échoua spectaculairement, ne semblant que le délire d'un homme coupable. Ce fut à ce moment que le script d'Antoine exécuta son acte final. Sur le grand écran, la vidéo de la confession fut remplacée par une dernière image, une copie de l'ordre de virement bancaire. Le nom de Charles Dubois comme expéditeur, le nom de l'ingénieur corrompu comme destinataire et le montant, 250 000 €. La description du virement était un seul mot, consultation. C'était la preuve finale, le clou du cercueil. Il n'y avait plus de négation possible. La confession n'était pas seulement en vidéo, elle était enregistrée dans le système bancaire. Charles cessa de lutter. Son corps s'affaissa dans les bras des agents. Le feu dans ses yeux s'éteignit, remplacé par un vide opaque. Il était fini. Les portes du fond de l'auditorium s'ouvrirent et 2 policiers en uniforme entrèrent, marchant avec calme et détermination vers la scène. Ils avaient été appelés par l'investisseur à la montre en or. Les policiers montèrent les marches, lurent à Charles ses droits à voix basse et le menottèrent. L'image du magnate, le titan de la technologie, emmené menotté de sa propre scène, fut le point culminant de cette nuit-là. Tandis qu'il était escorté dehors, passant devant son ancienne assemblée qui le filmait maintenant en silence, Antoine resta sur scène. Il ne sourit pas. Il ne célébra pas. Il respira juste profondément, un long et profond soupir qui semblait libérer le poids d'années de lutte et de sacrifice. Le bruit, les cris, le chaos, tout sembla lointain. Dans le silence qui se forma dans son esprit, la bataille était terminée. Tandis que Charles était emmené, le chaos dans l'auditorium atteignit son paroxysme.
Des journalistes hurlaient, des investisseurs parlaient fort sur leur téléphone, et le personnel de l'événement courait sans savoir quoi faire. Antoine restait immobile au centre de la scène, une île de calme, au milieu de l'ouragan. Le grand écran derrière lui n'affichait plus que le logo de Dubois-Tech, une ironie cruelle. Il regarda l'endroit où Charles s'était tenu, le verre d'eau brisé sur le sol. Il assimila ce qui venait de se passer, la chute d'un géant, sa propre victoire improbable. Il n'y avait pas d'euphorie, seulement un soulagement profond et épuisant. Le jeune technicien informatique, Louis, qui avait auparavant tenté d'alerter son chef, monta sur scène. Il s'approcha d'Antoine, les yeux pleins d'admiration. « Je n'ai jamais rien vu de pareil », dit-il, la voix tremblante. « La façon dont vous avez utilisé le paradoxe du handshake, c'était génial, simplement génial. » Il lui tendit la main. « Mon nom est Louis. » Antoine lui serra la main. « Antoine, ce fut la première interaction authentique qu'il eut cette nuit-là. »« Vous n'êtes pas coursier, n'est-ce pas ?» demanda Louis. Antoine esquissa un petit sourire, le premier depuis longtemps. « C'est une longue histoire. » Il regarda l'assemblée chaotique, les vautours des médias s'attroupant. Ce n'était plus sa place. Il aperçut son sac de coursier, qu'il avait laissé dans un coin de la scène avant que tout ne commence. Il marcha vers lui, passa la sangle sur son épaule et, sans un regard en arrière, descendit les marches et se dirigea vers la sortie de service, disparaissant de la scène de son triomphe, avec la même discrétion qu'il était entré. Il ne voulait ni gloire ni reconnaissance. Il voulait juste la paix. Quelques jours plus tard, le monde semblait différent. Les nouvelles concernant le scandale de Dubois-Tech étaient partout. Un petit article sur un portail de nouvelles financières montrait la conséquence finale pour Charles. Sa photo, le visage abattu, entrant dans un tribunal. La légende était courte. Charles Dubois plaide coupable de fraude et d'espionnage corporatif. Dubois-Tech a déposé le bilan. Antoine lut la nouvelle sur son téléphone, assis dans un fauteuil confortable à côté d'un lit d'hôpital. Il ne ressentit aucun plaisir devant la disgrâce de Charles, juste un vague sentiment de justice. Il ferma la nouvelle et ouvrit l'application de sa banque. Il montra l'écran à la personne allongée dans le lit. Sa mère, Hélène, semblait plus forte, les couleurs revenant sur son visage. Sur l'écran, le solde du compte brillait. 500 000 €. Le montant avait été transféré par ordre judiciaire dans le cadre d'un accord pour éviter de nouvelles poursuites civiles. Hélène regarda le chiffre, puis son fils, les yeux embués. « Tu as réussi, mon fils », murmura-t-elle, la voix encore faible. « J'ai toujours su que tu y arriverais. » Antoine lui prit la main. « Nous avons réussi », corrigea-t-il. La nouvelle réalité ne concernait pas l'argent, mais ce qu'il offrait, la chance pour sa mère de se rétablir, la liberté de ne plus avoir à choisir entre ses rêves et sa famille. Il n'avait plus besoin de l'uniforme de coursier. Il pouvait enfin redevenir lui-même. La nouvelle vie n'était pas dans un manoir ou une voiture de luxe. Elle était là, dans cette chambre d'hôpital, voyant le sourire de sa mère, un sourire que l'argent ne pouvait acheter, mais que sa lutte avait rendu possible. Des semaines passèrent. Hélène se rétablissait bien, et Antoine commençait à penser à l'avenir. Il était dans un café, griffonnant des idées pour un nouveau projet sur une serviette en papier, quand une voix l'appela. « Antoine ?» Il leva les yeux. C'était l'investisseur à la montre en or, le même qui l'avait humilié lors de l'événement. L'homme semblait différent, le visage sérieux, sans l'arrogance d'avant. « Puis-je m'asseoir ?» demanda-t-il. Antoine acquiesça, prudent. L'homme qui se présenta comme Monsieur Fournier alla droit au but. « Ce que vous avez fait ce jour-là fut extraordinaire. J'ai perdu beaucoup d'argent avec l'effondrement de Dubois-Tech, mais honnêtement, Charles l'a mérité. Ce que je veux dire, c'est... J'ai été impressionné. Et mon entreprise a besoin de quelqu'un comme vous. » Il fit glisser une carte de visite sur la table. « Je suis le PDG de Titan Sécurité. Je veux vous offrir le poste de responsable de la sécurité informatique. Le salaire est... considérable. Vous commencez quand vous voulez. » La situation était un miroir du début de son parcours, un homme puissant lui offrant une opportunité. Mais cette fois, tout était différent. L'ancien Antoine, désespéré, aurait accepté sur le champ, reconnaissant pour la chance. Le nouvel Antoine, forgé dans le feu de l'humiliation et de la victoire, regarda la carte, puis Monsieur Fournier. Il ne prit pas la carte. Au lieu de cela, il prit la serviette sur laquelle il griffonnait. « J'apprécie l'offre, Monsieur Fournier, » dit-il, la voix calme et confiante. «
Mais je ne cherche pas un emploi. Je lance ma propre entreprise de conseil en sécurité. Voici ma proposition. Il poussa la serviette de l'autre côté de la table. Si cela vous intéresse, mon avocat vous contactera. Il se leva, laissant l'investisseur bouche bée, regardant une serviette qui valait plus que n'importe quel CV. Il n'était plus une pièce dans le jeu de quelqu'un d'autre, il était le maître de l'échiquier.